Tout va bien. Lorsque éviter ou réduire n'est pas possible, il faut compenser. Les compensations écologiques visent à limiter l'impact environnemental des aménagements. Les principes et les techniques semblent mal connus, manifestement, et en tout cas peu appliqués. Que dit précisément la loi et comment la respecter? Réponse pratique avec Jean-Christophe Benoît, qui est le directeur du développement de CDC Biodiversité, il est à côté de moi. CDC Biodiversité, c'est une filiale de la Caisse des dépôts et c'est un opérateur de compensation environnementale pour le compte des maîtres d'ouvrage. Donc CDC Biodiversité a réalisé une centaine d'opérations jusqu'à présent, parmi lesquelles autoroutes et opérations immobilières. Constance Berthet, elle, est doctorante au sein du laboratoire technique, territoire et société de l'ENPC, c'est l'école des ponts et chaussées, avec une thèse qui porte sur ce fameux triptyque éviter, réduire et compenser. Et enfin, Jean-Damien Poncet, qui est l'un des patrons d'un projet qu'on évoquait en ouverture ce matin, la Société du canal Seine-Nord-Europe. C'est un EPCI d'État qui pilote ce projet de canal dont les travaux devraient débuter fin 2020 pour une entrée en service en 2028. 3000 hectares de foncier concernés par ce sujet. Et on va commencer par vous, si vous voulez bien, Jean-Damien Poncet. Un mot sur l'opportunité, bien sûr, mais aussi sur l'ampleur de ce projet. Oui, merci. Sur l'opportunité... Je serais assez tenté de vous faire une réponse qui est la suivante, c'est que la Société du canal a été créée pour réaliser le canal, pas pour le justifier. Mais enfin, si la société a été créée, c'est parce qu'on a estimé à un moment donné, et que c'est toujours vrai, que le canal était justifié. Alors, le moment donné en question, c'était la déclaration d'utilité publique de 2008. Voilà, on n'a pas besoin de revenir là-dessus. Après, il y a eu des épisodes, une tentative de partenariat public-privé qui n'a pas fonctionné. Finalement, pour des raisons qui n'ont rien à voir avec l'opportunité de l'infrastructure, plutôt dans le domaine financier, on va dire. Et après cet épisode-là, il y a eu une reconfiguration physique de l'ouvrage qui a donné lieu à une deuxième déclaration d'utilité publique modificative en 2017. Et en même temps a été prorogée la DUP initiale. Donc le canal, de ce point de vue, est suffisamment justifié pour qu'on ait créé... en 2017, une ordonnance de 2016 et des décrets de 2017, une société de maîtrise d'ouvrage destinée à réaliser l'ouvrage est suffisamment également justifiée pour motiver un certain nombre de financeurs dans cette affaire. Le premier motivé, c'est l'Europe, qui financera probablement 50% de la dépense étant de 5 milliards en euros courants. Le deuxième motivé, c'est le président de la région des Hauts-de-France, qui a rassemblé autour de lui les départements concernés dans la région, qui apporteront tous ensemble 1 milliard. Quand je parlais d'opportunité, pardon, voilà. C'était pas pour remettre en cause, hein, c'était simplement pour vous nous rappeliez en termes d'aménagement du territoire la fonction de cet ouvrage. Mais peu importe, j'ai bien compris que vous ne souhaitiez pas revenir là-dessus. Sur l'ampleur, en revanche, là, pour le coup, c'est intéressant parce qu'il y a 3000 hectares, et ce sont vos propres chiffres, qui sont artificialisés pour le coup, parce que c'est notre sujet. De quelle manière, pourquoi faire, sous quelle forme, qu'implique, en quoi plus exactement un ouvrage de ce genre modifie-t-il le paysage, les terrains, quel est son impact? Oui, alors la question est vaste, mais là encore, je ne sais pas, c'est pas pour contourner la question, mais je pense qu'il y a pas mal de gens dans cette salle qui ne connaissent pas tellement le sujet, donc je vais quand même donner d'abord les caractéristiques de l'ouvrage. C'est un canal à grand gabarit pour des barges de 4400 ou des convois fluviaux de 4400 tonnes. Sa finalité, c'est de raccorder le bassin à grand gabarit de la Seine au reste du réseau européen à grand gabarit. Donc là, on ouvre sur toute l'Europe. Il fait 107 km de long. La largeur au miroir, c'est-à-dire à la surface, est de 57 mètres. Il y a 6 écluses de haute chute. Il y a 65 rétablissements routiers
plus 2 rétablissements autoroutiers, plus 2 rétablissements ferroviaires. Il y a un bassin d'alimentation du dispositif, je ne vais pas donner tous les détails techniques, mais qui fait 14 millions de mètres cubes, à peu près 70 hectares. Il y a 70 millions de mètres cubes de matériaux qui vont être bougés, dont environ 40 millions sont des excédents, pour lesquels il va falloir trouver des exutoires, des destinations. Tout ça pour 5 milliards d'euros, je l'ai dit, et dans le cadre d'un acte d'exécution qui a été pris par l'Europe au mois de juillet de cette année, qui nous prescrit de le réaliser, et c'est une des conditions du financement européen dans la période de 2020 à 2027. Alors effectivement, tout ça fait 2900 hectares exactement, enfin exactement, on le saura quand on aura fini toutes les études. Je voudrais juste quand même prendre les choses par le début. Bon, un canal comme ça ne peut pas se faire en tunnel, ça ne peut pas se faire en tranchée couverte. Donc nécessairement, on va prendre du foncier voilà, sur lequel il n'y aura pas très peu de superposition d'usage. On a réfléchi à... Alors ça pourrait se faire en pont-canal, mais on aura précisément un pont-canal au-dessus de la vallée de la Somme qui a évidemment une valeur écologique très très importante. Et pour des questions également de relief, on a un pont-canal qui fait 1,3 km et qui va coûter 250 millions d'euros. Donc si on faisait un pont-canal sur 107 km, au lieu de 5 milliards d'euros, il faudrait sortir à peu près 20 milliards. Donc ce n'est pas non plus une solution. On a regardé un peu tardivement, mais il faut dire qu'on ne fait plus beaucoup d'infrastructures. Dans le département des Hauts-de-France, le TGV, il y en a déjà, l'autoroute, il y en a déjà. Et les lignes électriques, le réseau est complet. Donc il n'y a pas eu non plus d'opportunité de mutualiser les emprises du canal avec d'autres infrastructures. Donc vous voyez qu'on a un peu fait le tour de la question. La largeur du canal, 57 mètres, ça c'est pour des questions de sécurité de la navigation. Il faut que les navires puissent se croiser, même s'il y a du vent. Dans les virages, c'est un peu plus large. Bon. Et après, on peut dire qu'on aurait pu le faire peut-être un peu plus haut, un peu plus bas pour jouer sur les déblais, les remblais, mais tout ça n'aurait pas changé grand-chose. Au résultat, donc les 2900 hectares, là-dedans, il y a quand même 400 hectares de plateformes multimodales. Et il y a 500 hectares de dépôts de matériaux excédentaires, dont j'ai parlé juste avant. Mais ces 500 hectares-là, ce n'est pas de la consommation nette de terrain, parce que qu'est-ce qu'on va faire? On va décaper 1,50 m selon la nature des sols, etc. Mais enfin, la terre végétale plus la couche dont je ne connais pas le terme technique, mais en gros, on va décaper 1,50 m. On va mettre nos matériaux excédentaires, qui sont des terres neutres, etc. Et ensuite, on reconstituera la couche cultivable. Tout ça dans le cadre de protocoles passés avec le monde agricole depuis les années 2008, puisque ce projet, il a déjà 20 ans, plus de 20 ans qu'il est étudié. D'accord ? Donc ces mètres carrés-là ne sont pas des mètres carrés artificialisés. Enfin, ils le sont d'une certaine façon, mais ils conservent la même fonction qu'avant. Voilà. Après, on a dans les 2900, on a 200 hectares environ de rétablissement de voirie, puisqu'il faut que la voirie passe au-dessus du canal. Le dessous du tablier du pont doit être à environ 7,50 m du niveau par rapport au niveau de l'eau. Donc évidemment, il y a des segments de raccordement qui nécessitent des déblais, des remblais. Bon, ça, peut-être qu'on pourra, dans la mesure où ils sont globalement est-ouest, il y a des remblais qui sont orientés sud, peut-être qu'on pourra y faire de la vigne, ou peut-être qu'on pourra y mettre des panneaux solaires. Voilà, donc il y a un prélèvement foncier, c'est clair, mais peut-être qu'on peut trouver d'autres destinations quand même pour amortir un peu le sujet. Il y a 100 hectares de bassins, j'ai parlé du réservoir. Bon, sur le réservoir, on peut se dire que peut-être on pourrait mettre des panneaux solaires, puis alimenter les pompes qui vont remonter l'eau dans des éclusées. Bon, voilà, donc c'est à la fois un prélèvement foncier, mais qui peut-être peut trouver un autre usage pour... mais ce ne sera pas effectivement rendu à l'agriculture. Il y a 1300 hectares environ de linéaires prélevés sur l'agriculture et pour lesquels, là, effectivement, il n'y a pas de compensation tellement possible, mis à part le fait que ça va être amorti dans un aménagement foncier, évidemment. Donc les agriculteurs, voire même les propriétaires à titre individuel, retrouveront leur potentiel d'exploitation, puisque depuis une bonne dizaine d'années, enfin je n'ai pas les dates exactes, mais la SAFER des Hauts-de-France a, pour le compte de VNF et maintenant de la Société du Canal, puisque je ne l'ai pas dit, mais la Société du Canal a pris le relais de VNF, a constitué des réserves foncières. On doit être aujourd'hui à plus de 2200 hectares,
Ce qui fait que quand on... Enfin, il y aura sur certaines parties des acquisitions directes, mais sur l'essentiel du tracé, ce sera par le système de l'aménagement foncier, ce qu'on appelait autrefois le remembrement. Enfin, vous connaissez ça mieux que moi. C'est par ce système-là que seront compensées les surfaces des exploitants et des propriétaires. Mais le fait est qu'il y a quand même un prélèvement agricole important. Alors, la question était plus précisément les mesures environnementales. Les mesures environnementales, on va effectivement détruire des zones humides, on va défricher des forêts, et face à ces impacts-là, il y a des lois qui existent, alors éviter, réduire, compenser. Alors justement, si vous permettez, avant que vous nous disiez quelles mesures vous pouvez prendre dans le cas précis, puisque vous évoquez la loi, je propose qu'on demande à Constance Berthet de nous rappeler le corpus juridique. Évidemment, il ne s'agit pas de commenter le cas précis, mais lorsque un aménagement doit être réalisé, qu'il soit d'une ampleur comme celui-ci, d'une autoroute, ou beaucoup plus modeste, que dit la loi ? Alors la séquence éviter, réduire, compenser, enfin, tout est relatif, mais est quand même assez ancienne en France. Elle a été mise en place en 1976 par une loi de protection de la nature. Et c'est globalement plutôt dans les années 2000, avec les Grenelles de l'environnement, que la réglementation, on en a beaucoup plus parlé, et commence maintenant à être un peu plus mise en œuvre. Et en tout cas mieux connue par les acteurs sur le terrain, notamment avec la loi biodiversité de 2016, qui est venue préciser, avec pas mal d'éléments aussi de doctrine en parallèle des services de l'État, la réglementation. Donc cette loi stipule que dès qu'il y a un projet d'aménagement, en fait, il y a un ensemble. En fait, la compensation, c'est un ensemble d'actions en faveur de l'environnement qui permettent de contrebalancer les dommages qui n'ont pas pu être évités ou réduits par un maître d'ouvrage lorsqu'il conduit un projet d'aménagement. Donc c'est bien la compensation arrive bien avant les phases d'évitement et de réduction d'un projet. Et donc derrière cette séquence ERC, il y a vraiment la volonté d'essayer de concilier à la fois l'aménagement du territoire, l'urbanisation avec tous les projets dont on a parlé depuis ce matin, et en même temps la protection de la biodiversité, avec notamment une protection particulièrement forte sur tout ce qui concerne la loi sur l'eau et les espèces protégées. Mais la difficulté de cette loi, c'est qu'il y a vraiment, au travers de cette articulation, un jeu de mise en balance et un ensemble de discussions entre maîtres d'ouvrage, bureaux d'études et services de l'État sur l'évaluation des pertes liées aux impacts du projet et les gains qui sont posés. Donc la réglementation parle de non-perte nette de biodiversité, c'est ce vers quoi il faut tendre, mais il y a ça veut dire qu'à chaque projet, il y a une négociation entre le porteur de projet et les services de l'État pour évaluer le préjudice environnemental et définir les compensations qui devraient être apportées. Ça n'est pas codifié. On ne dit pas pour un hectare de terre agricole ailleurs. Il n'y a pas de méthode d'équivalence écologique en tant que telle qui existe. Il y en a qui ont commencé à être mises en place, notamment pour tout ce qui concerne les zones humides, mais pour les espèces protégées, pour l'instant, il y a un groupe de travail du ministère qui réfléchit sur le dimensionnement des mesures compensatoires, mais en tout cas à ma connaissance, il n'y a pas de méthodologie standard qui existe pour ça. C'est toute la difficulté en fait, c'est encore une approche au cas par cas, projet par projet, et ce qui fait qu'à chaque fois c'est réfléchir à la fois à quantifier les impacts, à localiser les mesures compensatoires, à trouver des terrains pour pouvoir les localiser, avec l'idée qu'il y a quand même des impacts à la base qui, même si on les compense, seront irrémédiables, et il n'y a jamais de compensation totale en fait. On détruit un endroit et on ne peut pas tout compenser. Merci d'avoir posé le principe et un peu les limites aussi du cadre réglementaire, législatif. De votre côté, sans rentrer dans le détail, mais est-ce que vous pouvez nous décrire des aménagements que vous avez réalisés, préjudiciables pour l'environnement, et des compensations que vous avez trouvées, ou au contraire, que vous ne trouvez pas, techniquement ?
Oui, alors ce serait plutôt des choses qu'on va faire, parce que pour l'instant on a commencé par faire quelques actions environnementales, mais la grande masse reste à venir. On est en plein dans les discussions en ce moment avec les services de l'État pour l'instruction de notre dossier d'autorisation environnementale sur le secteur sud du projet, qui fait 18 km. Et les discussions portent précisément sur les méthodes d'évaluation des impacts et les méthodes d'évaluation des mesures compensatoires proposées. Donc ce sont des analyses fonctionnelles qui reposent sur justement des méthodes assez récentes. L'objet du débat, c'est de savoir si on doit juste respecter les préconisations de compatibilité qui sont exprimées dans les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux, ou s'il faut aller beaucoup plus dans le détail. Et la tendance des services instructeurs, c'est plutôt d'aller un peu plus dans le détail, mais du coup, ce qui rend les choses un peu plus compliquées. Mais en gros, aujourd'hui, on sait répondre aux demandes des services instructeurs, et notre réponse, elle passe par une solution assez miraculeuse finalement, c'est que dans cette région, il y a beaucoup de gravières, et une gravière, c'est un trou qui a été fait dans le passé, ça peut avoir 100 ans, ça peut avoir 50 ans, pour prélever des matériaux de construction dans les alluvions de la vallée de l'Oise. Et ça n'a pas tellement de valeur écologique, contrairement à ce qu'on pourrait penser. En réalité, c'est assez pauvre. Et si on comble la gravière, on reconstitue une zone humide. Et ça rapporte beaucoup de points en compensation précisément. Mais le problème qu'on a sur ces gravières, c'est que si elles sont tout près de nos travaux, alors là, c'est le jackpot, parce qu'à la fois, on fait une zone humide qui rapporte beaucoup de points en compensation des zones humides qu'on a détruites, et en plus, on a des matériaux excédentaires, on va les mettre dedans. C'est formidable. Le problème, c'est qu'elles ne nous appartiennent pas, les gravières. Et si on ne trouve pas de gravière à vendre à proximité de notre tracé, et qu'il faut aller mettre ça dans une gravière à 30 km, et c'est un peu notre situation d'aujourd'hui, vu que la gravière fait 5 mètres de profondeur, pour ramener le niveau du sol à peu près au niveau de l'étiage actuel du plan d'eau, il faut mettre, pour 20 hectares par exemple, il faut mettre 1 million de mètres cubes, c'est-à-dire 100 000 rotations de poids lourds à 30 km, et ça coûte beaucoup d'argent. Et c'est là où on touche un peu les limites du système, c'est-à-dire que ce matin, le représentant de l'administration parlait d'intégration des politiques publiques. On a effectivement des réglementations qui sont appliquées par des services qui font très bien leur boulot, parce qu'en l'espèce, ils ne sont pas nos ennemis, ils sont plutôt nos alliés, parce que le but, c'est que notre dossier franchisse toutes les étapes, y compris soit résistant en cas de recours. Mais le résultat, ça peut être qu'on va devoir mettre 10 ou 12 millions d'euros pour reconstituer une zone humide par le fait des distances et des coûts de transport, alors que la reconstitution de la même zone humide qui serait à 1 km de notre chantier, accessible par les engins de chantier, elle coûterait quelque chose comme à peu près 20 ou 30 fois moins. Puisqu'on parle d'argent, est-ce que vous avez évalué le coût des compensations en valeur ou en proportion ramenées au coût total du projet? Qu'est-ce que ça représente? 1, 2, 5%? Oui, c'est l'ordre de grandeur, c'est moins de 5%. Mais ça peut vite déraper. C'est-à-dire que, là où je veux en venir, c'est peut-être un peu utopique, mais après tout, donc le représentant du ministère ce matin m'a tendu la perche. Aujourd'hui, je m'occupe d'un grand projet qui est le canal que j'ai expliqué. Dans le passé, j'ai été en charge du développement du port du Havre. On était dans une circonscription portuaire. On avait, en l'occurrence, un port qui s'appelle, une dépendance du port du Havre qui s'appelle Antifer, qui est un terminal pétrolier qui était fait dans les années 70. Quand on a voulu installer là-dessus un terminal gazier, on n'y est pas arrivé. Alors qu'il n'y a pas d'endroit plus idéal pour le faire. On n'y est pas arrivé parce qu'aujourd'hui s'appliquent des réglementations qui sont un peu en tuyau d'orgue, et puis il faut respecter celles-ci. En plus, il y a des méthodes qui vont en plus subdiviser les problèmes pour les rendre encore un peu plus difficiles à gérer. Et ce qui semble une évidence, finalement, se termine par un échec. Et de la même façon, donc, sur le canal, on va y arriver. La Société du Canal a été créée pour assembler toutes les contraintes et essayer de surmonter tout ça. Mais ce qu'on se dit quand même, c'est qu'il pourrait y avoir sur des projets comme ça, à la fois peut-être un représentant de l'État, mais
dont ce soit une mission vraiment spécifique qui vienne aider le maître d'ouvrage à trouver les bonnes solutions. Je crains cependant que ça ne répondrait pas à tout, parce que ça voudrait dire aussi qu'il faudrait que les réglementations comportent des possibilités d'exception ou de dérogation lorsqu'il s'agit de projets d'une certaine ampleur peut-être. Enfin, voilà. Moi, je n'ai pas la réponse au sujet, mais ce que je dis simplement, c'est que pour poursuivre sur l'exemple des gravières, on va faire un canal qui va sortir énormément de matériaux. Pendant ce temps-là, des entreprises de carrière continuent d'obtenir des autorisations pour exploiter des gisements d'alluvions dans la même vallée. Et on pourrait arriver à être dans la situation où eux vont extraire des matériaux ici, pendant que nous, on va en extraire là, puis qu'on va aller les stocker à 30 km. Il y a un truc bizarre là-dedans. Alors, il pourrait y avoir une solution simple, sauf qu'en plus de ça, on est en zone inondable. Donc quand vous êtes dans une zone inondable, vous avez le droit de faire des trous, mais vous n'avez pas le droit de faire des bosses. Ce qui veut dire que pour déposer des matériaux, avant de faire une bosse, il faut d'abord faire un trou. Enfin bon, je ne vais pas m'étendre plus longtemps là-dessus, mais ça montre que sur ce sujet de la gestion des déblais d'un ouvrage d'intérêt national comme celui-là, il semble qu'il pourrait y avoir une pensée qui ne soit pas laissée simplement à l'initiative de la structure de maîtrise d'ouvrage qui n'a pas tous les leviers, quoi. Jean-Christophe Benoît, pour nous expliquer d'abord ce que fait CDC Biodiversité, puisque pour le coup, vous réalisez des mesures compensatoires, des compensations environnementales pour le compte de maître d'ouvrage. Vous l'avez fait sur une autoroute en particulier, c'est probablement comparable au cas de ce canal. Quelle est votre mission exactement? Quel est votre savoir-faire finalement? Oui, bonjour à tous. Donc CDC Biodiversité, comme vous l'avez dit, est une société privée qui est une filiale à 100% de la Caisse des dépôts, qui a été créée il y a 11 ans maintenant pour être justement un opérateur de compensation environnementale. C'est-à-dire qu'on est à la disposition des maîtres d'ouvrage qui, après avoir évité réduit, bien évidemment, ont des mesures compensatoires à mettre en œuvre, c'est-à-dire trouver des terrains. Effectivement, il y a une difficulté de trouver le terrain qui a l'équivalence écologique des terrains qui ont été impactés, c'est-à-dire qu'il faut qu'il ait les mêmes potentialités écologiques, qu'il soit à proximité, enfin, le plus proche possible de l'impact, hein, c'est ce que dit la doctrine du ministère. Donc c'est une vraie difficulté de trouver le bon terrain au bon moment, pour lequel le propriétaire est d'accord de le mettre à disposition pour qu'on puisse soit le vendre, soit le mettre à disposition dans le cadre d'un bail amphithéotique ou d'une convention de long terme pour qu'on puisse l'utiliser pour faire de la compensation. Et puis après, c'est y mener des travaux de restauration écologique et les gérer pendant une durée qui va en moyenne c'est aujourd'hui 30 ans, hein, la durée des mesures compensatoires, ça peut être beaucoup plus. Nous on travaille sur des projets où les mesures compensatoires portent sur 60 ans. Donc il faut être capable de porter tout ça dans le long terme, d'apporter les garanties que les mesures seront pérennes et efficaces sur cette durée. Et c'est en ça que la Caisse des dépôts, qui est un acteur, que vous connaissez tous, hein, la Banque des territoires, qui est partenaire d'ailleurs de la journée d'aujourd'hui, s'est engagée à créer une structure adaptée pour pouvoir s'engager dans le long terme, pour pouvoir mettre en œuvre. Donc notre rôle, c'est ça, c'est d'être un prestataire de services, hein, pour les maîtres d'ouvrage et de leur apporter des solutions de mise en œuvre de mesures compensatoires dans le cadre d'un contrat global. En fait, on s'occupe de tout. Ça ne veut pas dire que le maître d'ouvrage est déchargé de ses responsabilités, puisque dans le droit, il reste responsable, titulaire des arrêtés d'autorisation qui lui permettent notamment de détruire des espèces protégées. Mais en tout cas, il a le moyen de nous confier, parce que c'est un vrai métier, hein. Alors des grosses structures comme VNF ou des grosses entreprises du BTP ont aujourd'hui intégré des compétences en interne, hein, des responsables biodiversité, des responsables environnement. Ils savent mener à bien ce genre de choses, mais pour des petits aménageurs, hein, des promoteurs immobiliers, des petites structures qui n'ont pas forcément l'habitude, en tout cas le savoir-faire, peuvent se confier à un opérateur spécialisé dont on fait partie ce genre de choses. Vous m'avez dit l'un et l'autre, Constance Berthet et vous-même Jean-Christophe Benoît, que la loi existe bel et bien, mais qu'elle n'est pas appliquée. D'abord, confirmez-vous ces propos tenus off, et si c'est le cas, dans quelle mesure, quelle est l'ampleur de l'irrespect de la loi? Et je complète en disant pourquoi?
Alors, je peux commencer. Alors, propos off, oui et non, parce que Non, c'était pas off, mais je suis prêt à redire qu'effectivement la réglementation est d'aujourd'hui encore mal appliquée. Alors comme on l'a dit, la séquence éviter, réduire, compenser, elle a fait son apparition dans le droit français en 1976, donc ça fait quand même quelques dizaines d'années. Dans le cadre de la première loi de protection de la nature, n'a quasiment jamais été mise en œuvre jusqu'au moment du Grenelle, c'est ce que vous avez dit. Et puis à partir de 2010, on a commencé à se soucier de l'érosion de la biodiversité, parce que je rappelle quand même que la compensation, tout l'arsenal de juridique de ces lois en faveur de l'environnement sont quand même pour une bonne cause, c'est stopper l'érosion de la biodiversité qui aujourd'hui est dans une situation